Voilà, donc on va commencer avec tout ce dispositif technique, mettre en même temps sur YouTube, sur Zoom et ici, avec vous et une soixantaine d'étudiants qui suivent en ligne. Alors, ce que l'on voulait vous proposer, j'imagine qu'il y a déjà des questions et que le film certainement donne lieu à des réactions. Mais on avait peut-être envie de partager d'autres images aussi avant. Je ne sais pas si on maintient ça. D'autres images notamment qui peut-être expliquent un petit peu comment Téhéran rentre dans ton cinéma et quelle place il prend. Voilà, et comment ça se déploie sur un parcours de plus de 10 ans finalement, quasiment. Et ce qui se joue en particulier ensuite dans le voyage de Mariam. Alors, si on revient là-dessus, et on travaillera ensuite, on interrogera tous ces éléments du rapport à la ville, la manière dont elle est arpentée, les trajets à pied, en voiture, les quartiers, la relation aux habitants, et puis le portrait de la ville que ça dessine aussi. Et le dispositif choisi pour ce film-là, le dispositif spécifique qui a été choisi. Peut-être, est-ce qu'on commence par quelques images du regard? Allez, on y va. Donc le regard qui est un film tourné 2 ans avant? Non, après. Ah, 2 ans après. 2004, 2005, c'est tourné. Et qui raconte l'histoire d'un homme qui revient à Téhéran, et on a choisi deux extraits sans entrer dans le détail du scénario. Donc c'est aussi un film de fiction tourné avec cette fois des acteurs, puisque là vous avez compris qu'il y a quasiment très très peu d'acteurs dans le voyage de Mariam. Donc l'histoire, le récit d'un homme qui revient et qui lui aussi est là dans une situation de quête, de recherche, mais plus d'introspection, de recherche sur lui-même autour de la question de la perte de la vue. Alors, premier extrait, on avait dit vue. On met plein écran, tu mettras après. Comment? Plein écran. Appuie sur le vert. Si en plus voilà. Alors peut-être qu'on commence justement à questionner les liens et les deux modes de filmage entre ces deux films, puisque là on est dans un mode narratif beaucoup plus classique. Oui. Que dans le voyage de Mariam. Tout à fait. La façon dont le
voyage de Mariam se construisait au-delà de la ligne de départ qui était définie, que j'allais filmer les gens avec cette photo, donc c'est moi qui tenais la caméra, et l'histoire c'était Mariam qui recherchait son père qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, et tout après a été un jeu de pistes en fait. J'ai construit au fur et à mesure des réponses des gens, des passants que j'obtenais dans la rue lorsqu'ils pointaient vers un quartier, donnaient un indice, un lieu. Je partais là et quelquefois il y a des blocs que j'ai construits avec, ce sont des amateurs, aucun acteur professionnel dans le voyage de Mariam, mais il y a certaines séquences où j'ai un petit peu donné une trame de dialogue qu'on a travaillé, mais de façon très légère. Je tenais à ce qu'il y ait beaucoup d'impro tout le long du film. Donc même avec les gens avec qui j'avais, même avec mes complices qui n'étaient pas des passants, il y a toujours eu cette idée d'improvisation autour de la scène que je décrivais. Contrairement au regard où il y avait un scénario préétabli que des acteurs professionnels, et autant dans le voyage de Mariam, la ville grouille est très vivante. Il y a beaucoup de quartiers assez... Enfin, je vais vers des quartiers où il y a beaucoup de vie. Ici, dans le regard, j'ai tenu à filmer une ville fantomatique, une ville assez vide, comme si Téhéran n'avait pas d'habitants. Donc à dessein, je suis allée vers des endroits où bien c'est la nuit, ou bien ce sont des endroits assez déserts et relativement peu peuplés, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas un traitement réaliste de la ville. J'ai traité la ville de Téhéran comme un personnage, mais un personnage à distance, qu'on voyait flou, justement, un peu à l'image, à l'instar du destin du personnage principal, Esfandiol, qui revenait en Iran, retournait chez lui au bout de 20 ans d'exil pour retrouver son père, sa famille et faire un bilan alors qu'il était en train de perdre la vue. Et il y a tout un travail sur cette question du regard, évidemment, du titre du film, mais de la vue, de la façon dont la perception, que ce soit de l'histoire ou de la ville, et je fais un lien entre évidemment des événements historiques du début des années 80, la répression des opposants, des dissidents iraniens, et avec des indices, puisqu'en fait à cette époque-là, j'ai quand même, comme on l'évoquait tout à l'heure, demandé l'autorisation, et le scénario était approuvé. Je tenais à ce que le film soit fait d'une telle manière qu'il puisse sortir ensuite en Iran et être vu, ce qui n'a jamais été le cas en fait, au final. Le voyage de Mariam non plus, j'imagine, n'a pas été diffusé. Alors le voyage de Mariam, on a ce dispositif effectivement très particulier d'être tourné intégralement en caméra subjective, ce qui est assez rare dans l'histoire du cinéma, enfin, à part La Dame du Lac ou quelques très rares films où on est juste du point de vue du personnage fictif. C'est quand même plutôt un procédé qui est utilisé ponctuellement dans des scènes assez brèves, alors que là, ça prend tout le film et c'est assumé sur toute la durée du film. Jamais la caméra donc, ne se retourne vers le personnage. Et ce dispositif d'enquête qui, finalement, lui, n'est pas l'objet d'un scénario. Il y a une trame narrative, il y a ce projet de recherche dans la ville, mais il n'y a pas de scénario écrit, et le film se fait vraiment au fur et à mesure des rencontres, d'un quartier à un autre. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est la manière dont les personnes que tu rencontres se prêtent au jeu. Et alors là, c'est fabuleux parce qu'il y a... moi, j'ai relevé 5 types de personnes rencontrées. Donc, il y a ceux qui ne connaissent pas le personnage. Il y a quelques personnages qui n'ont plus de mémoire et qui disent peut-être que je l'ai connu, mais je ne sais pas. Voilà. La question de la mémoire, de l'amnésie. Ceux qui l'ont vu et qui indiquent une adresse précise, oui, telle rue, telle avenue, tel quartier. Ceux qui le connaissent, vraiment, et qui disent oui, c'est mon pote. Et ceux qui se mettent à le chercher avec toi. Oui. Et donc c'est assez fantastique, cette capacité d'entrer dans la fiction, et qui, moi, m'a aussi renvoyé au personnage de Sabzian chez Kiarostami, et à ce récit d'un personnage fabulateur qui entraîne avec lui aussi toute une famille, et ce goût, finalement, pour le récit, la narration,
qui a l'air d'être un goût partagé. Alors ça, est-ce que tu peux décrire un tout petit peu comment ça s'est passé dans le tournage en circulant dans la ville, justement? Oui, effectivement, il y avait toutes ces réactions que tu as à peu près, autant de catégories de personnes de réactions. Il y a aussi des gens qui ne voulaient pas être filmés. Il y en a un que j'ai gardé dans le film, mais bon, il y en a eu quelques-uns que, évidemment, je n'ai pas monté. Mais pour la plupart, je pense que c'était le fait qu'une jeune femme, annonce qu'elle cherchait son père, qu'elle était à la recherche de son père. Ça faisait un déclic d'empathie assez immédiat. C'était peut-être un peu malin de ma part, mais bon, je sais pas, je n'étais pas allée avec cette idée-là. En fait, moi, c'était l'histoire que je voulais raconter moi. Et après, j'ai vu au fur et à mesure qu'effectivement, ça prenait au-delà. C'était quand même pas une caméra cachée non plus. Je veux dire, une caméra vidéo, en plus avec un opérateur son qui était là. Donc, il voyait bien aussi que c'était un dispositif de filmage. C'était pas moi toute seule. Et puis, de toute façon, quand bien même je cherchais mon père, si vraiment je m'appelais Mariam Ghazi, comme je le disais dans le film. Et après, en fait, souvent, avant ou après, on en parlait de toute manière. Mais sur le moment, j'attaquais frontalement et puis je recueillais les réactions. Et je crois que de façon assez inconsciente, les gens, ils voulaient ou m'aider, effectivement, par empathie, et ou prendre part à l'histoire, c'est-à-dire faire partie du film, quoi, être dedans, être acteur. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un trait iranien, peut-être, puisque tu l'as dit, dans d'autres films iraniens, on le voit. Oui, il y a ce film de Marc Malboff, Salam Cinéma, où il annonce dans le journal qu'il va y avoir qui fait un casting, et en fait, il y a 1000 personnes qui se présentent pour le casting, et il les reçoit toutes, quasiment. En fait. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens aiment jouer dans des films. Cela dit, je pense que ça ne se résume pas à moi, quand j'ai tourné en Grèce, il y avait pas mal de gens qui venaient me dire « Tu me donnes pas un rôle, je veux bien jouer ». Mais il y a peut-être une plus grande naïveté et de bonhomie, surtout à cette époque-là. Maintenant, peut-être un peu moins, mais face à la caméra, et en fait une fascination aussi face à la caméra qui est en train de faire le film. Et il y a aussi, parmi les gens à qui tu t'adresses, peut-être une présence masculine plus forte. Il y a quelques femmes, il y a quelques femmes âgées ou une jeune femme à la fin, mais ce sont surtout des hommes d'un certain âge, donc qui ne sont pas en train de travailler, donc qui ont cette disponibilité, qui sont là, qui sont dans la rue et qui flânent eux-mêmes, qui sont dans une situation de flânerie assez souvent, ou qui sont pas... Oui. De fait, oui, comme dans beaucoup de sociétés, l'espace public, en tout cas en dehors des sociétés occidentales, mais peut-être même ici, j'ai pas de chiffres ou de statistiques précises en tête, mais pour l'Iran, je peux le dire avec certitude, que l'espace public est plus occupé par la présence masculine. La flânerie est quand même par exemple au Maghreb aussi, en Turquie aussi, il y a beaucoup donc au Moyen-Orient ou vers les femmes sont moins présentes ou restent moins longtemps à l'extérieur dans les parcs. Peut-être que ça a changé. Là aujourd'hui, si on retournait à Téhéran, peut-être qu'on en verrait plus des femmes. Dans les lieux publics, dans les parcs, dans les jardins comme ça, à faire à marcher ou à faire mais là on est il y a presque 20 ans, hein, donc c'était il y a 18-19 ans le tournage du film, donc je pense que ça a évolué depuis, mais c'est un fait, effectivement. Il y a aussi le fait que on embête aussi les femmes. Surtout les jeunes femmes, je veux dire, si vous traînez longtemps dans la rue, on vient vous embêter. Il y a des hommes qui viennent vous alpaguer, qui vous lancent des... Il y a ça aussi qui fait que les femmes restent peut-être moins dans les... Ça me ramène à une anecdote que je trouve assez amusante. Donc c'est à quoi 4 ans de distance 4-5 ans, à peu 4 ans, oui. Un jour après le tournage d'une scène du regard, je m'étais pris la tête avec l'équipe, j'en pouvais plus, ça s'était mal passé, j'étais vraiment fâchée. Je suis partie, j'ai refusé la voiture de la production, j'ai dit je rentre à pied. Il disait mais madame, mais c'est pas possible. Et on était au nord de la ville, et donc il y a cette notion de nord-sud,
des quartiers huppés, voilà, vers le bas et moi j'habitais quelque part au milieu. Et j'avais quand même tourné lors du voyage de Mariam à peu près dans tous ces quartiers-là par moment. Et puis je me mets à marcher vite comme ça, et c'était long. Il y avait quelque chose comme 1h30, 2 heures de marche pour que j'arrive chez moi, mais j'avais besoin de vraiment me vider la tête. Et donc à un moment, au milieu de la marche, il y a quelqu'un qui se met à me suivre. Je dis, oh non, il ne manquait plus que ça, je voudrais juste marcher tranquillement, laissez-moi. Et donc je ne fais pas attention. Il dit, madame, bonjour, bonjour. Il continue à me suivre et il me parle. Et puis à un moment, je me dis, bon, bah, c'est pas possible, il va falloir que je lui parle, sinon il ne va pas me lâcher. Donc je me retourne, je dis, oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Et il me dit, mais vous vous souvenez pas de moi? Ça va? Je dis, mais me souvenir de vous, mais qui êtes-vous? Et il me dit, bah enfin, vous l'avez trouvé ou pas, votre père? Et là, vraiment, je suis tombée comme ça. Et en fait, il pensait réellement que j'avais cherché mon père et que donc il voulait savoir réellement si je l'avais retrouvé ou pas. C'était extraordinaire quand même, dans une ville de, je sais pas, 12 millions d'habitants, comme ça, 4 ans après. Voilà. Oui, les hasards de la circulation. Ouais. Alors, on va vous montrer un deuxième tout petit extrait qui dure 1 minute aussi dans Le Regard. Donc, qui est une scène du milieu, enfin voilà, la deuxième moitié du film, qui a une scène très 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 brève et qu'on choisit justement, enfin dans son côté abstrait et non narratif, où il y a juste trois plans de rue, enfin 3 plans de la ville. Voilà, je l'arrête ici. On a choisi cet extrait aussi parce que justement Téhéran y apparaît comme une ville vide. Elle est filmée comme parfois d'autres cinéastes ont pu filmer New York ou Tokyo, dans ces espaces sous un pont, un bout d'autoroute ou des morceaux d'immeubles modernes avec des vitres, des transparences, des effets de reflets. Et qui est une image complètement différente aussi de celle qu'on a dans Le Voyage de Mariam. Effectivement, et aussi j'avais cherché dans Le Regard des lieux pour les intérieurs, j'entends, surtout, qui dataient, dont l'architecture datait, que ce soit des bureaux ou la maison, qui est le décor principal du film, daté des années 60 pour la plupart, et où plutôt les années 60 effectivement, et où il y avait quand même une école architecturale avec des renvois très précis à des choses d'utilisation là c'est un peu plus ancien encore les bureaux, mais
avec un renvoi, enfin un mélange entre l'architecture occidentale et des écoles, l'école suisse et l'école allemande qui avait influencé beaucoup d'architectes iraniens, et un usage des matériaux traditionnels comme la brique que l'on voit beaucoup à Téhéran, puisque c'est un des matériaux, que ce soit les briques rouges ou les briques jaunes, les deux couleurs. Là, on a un autre extrait, mais je crois qu'on n'a pas gardé, dans un jardin, le jardin que vous voyez dans le voyage de Mariam, je l'ai refilmé aussi dans le regard, mais de façon très différente, et effectivement vide, juste avec les deux protagonistes du film qui s'affrontent, qui se rencontrent là. Donc voilà, j'avais une approche pratiquement à l'opposé en fait dans les deux films, d'aborder la ville, l'espace urbain, les mêmes espaces un petit peu, les quartiers de mon enfance entre autres, mais à quelques années de différence. Mon regard, ma volonté en tout cas de traitement était, et la thématique bien entendu était différente, d'où cette différence visuelle assez marquée. Oui, qui est marqué aussi par les choix techniques. Dans un cas, une petite caméra vidéo, là, c'est tourné là sur pied, avec un dispositif beaucoup plus lourd. Oui. Et je trouve intéressant de voir comment, alors que c'est justement la même ville, la même géographie, la même réalité urbaine, elle est engagée dans deux situations narratives différentes et elle produit un imaginaire urbain différent aussi, d'un cas à l'autre. Oui, complètement. Et effectivement, il y a beaucoup plus de références, donc je disais architecturales, mais aussi comment dire, les plans, outre le fait que la caméra est quand même très souvent fixe, et les plans frontaux, le film est assez peu découpé, mais c'est quand même, l'image est quand même, comment dire, genre, je recours à des motifs géométriques, beaucoup dans le cadre, dans le regard. On a un autre extrait, je pense qu'on avait gardé, qui est encore. Non, est-ce qu'on n'a pas choisi? Non, on n'a pas choisi. Non, c'est mais non, mais ça va. C'était juste pour. Oui, c'est vrai qu'on a parlé de danseuse autoritaire, en effet. Et puis la saison du filmage aussi. Dans le regard, je filme en hiver. Donc lumière froide. Le voyage de Mariam a été tourné plutôt en automne et puis après au printemps. Donc on a des couleurs différentes, très différentes qui en ressortent, puisque l'Iran a un climat continental, mais plus particulièrement encore certaines villes dont Téhéran, notamment, qui a vraiment les 4 saisons. On a un peu comme New York ou comme des villes où il fait très chaud l'été, très froid l'hiver, et on a vraiment l'automne avec les feuilles qui tombent, que vous voyez beaucoup. Enfin, le motif des feuilles est assez présent dans le voyage de Mariam. Et ce côté nord-sud, je pense qu'on le sent plus, non, peut-être dans les deux films, mais de façon différente. Lorsque dans les dialogues, vous entendez je vis vers le haut ou je vais vers le bas, en fait, c'est toujours la référence vers le nord qui est sur le flanc de la montagne, et du coup, cette pente descendante, en fait, on n'arrête pas de descendre la ville ou de la monter. Enfin, il y a toujours on s'y réfère toujours. C'est plus haut, c'est plus bas, ça veut dire que c'est plus au nord ou c'est plus au sud, et c'est systématiquement, et les rues sont parallèles. Il y a beaucoup c'est quadrillé vraiment, sauf peut-être dans certains quartiers du bazar où on a des allées qui s'entrecoupent un peu comme Paris, où on n'est jamais sûr d'où on va atterrir quand on prend une rue. La plupart du temps, on a, comme encore une fois, on pourrait l'avoir à New York, des indications est-ouest pour les allées, et puis on sait que quand on est en train de monter, on va vers le nord. La géographie est très précise à ce niveau-là, par des éléments naturels qui sont là depuis le début et que personne n'a eu l'idée de changer, je crois. Et il y a un autre élément là qu'on vient de voir dans ce deuxième extrait du regard, qui est la question du trajet, du déplacement, que ce soit en moto ou en voiture, cette importance des artères
routière, que l'on voit dans les deux films, puisqu'on a aussi dans Le Voyage de Mariam des morceaux de trajet en taxi, où on aperçoit parfois le visage du chauffeur ou pas, ou juste le rétroviseur, et la ville qui défile derrière les portières, les fenêtres de la voiture. Alors ça, c'est un motif classique du cinéma iranien, j'ai envie de dire, la ville aperçue à travers la portière d'une voiture. Est-ce que... comment ça se passe dans Le Voyage de Mariam quand tu montes dans un taxi avec une caméra, tu as un petit échange avec le chauffeur qui accepte, ou ça se fait très, très naturellement, très simplement? Oui, en fait, j'ai pas souvenir de refus ou de... Quand je commence à filmer un chauffeur de taxi, en général, ça se passe très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce sont des gens qui sont affables. Souvent, ils ont envie de parler. Ils ont l'habitude aussi de beaucoup échanger avec les... Et la caméra ne les arrête pas. J'ai pas souvenir d'avoir essuyé des échecs ou des refus avec les chauffeurs de taxi. Évidemment, le regard qu'on croise dans le rétroviseur aide aussi, et il y a souvent d'ailleurs des choses intéressantes. Il y a toujours une photo, un truc qui pend du rétroviseur, et j'interroge. D'ailleurs, c'est exactement ça s'est fait tout naturellement, effectivement. Il avait son fils qui vivait au Japon, le chauffeur de taxi, et il parlait de... Il y a à une certaine époque, une migration assez forte des Iraniens vers le Japon. J'allais dire qu'en fait, il y a des thématiques quand même qui ressortent dans d'autres films. C'est la migration vers le Japon et l'immigration afghane et la présence afghane que l'on a ici et qu'on a dans le Téhéran sans autorisation aussi. Je me suis souvenu qu'effectivement c'était récurrent puisque ça... Depuis le début de la Révolution, en fait, assez vite, puisque l'occupation soviétique de l'Afghanistan et donc la ruée des Afghans, enfin l'exode vers l'Iran tout d'abord, c'était le premier pays qui les a accueillis. C'était concomitant avec la révolution iranienne, donc dès le début des années 80, en fait, la présence, la communauté afghane a commencé à être très importante en Iran. Et puis au début non, puis assez vite en fait des maltraitances et quand même des préjudices des autorités envers les Afghans, des questions de sans-papiers, des restrictions, tout un tas de... jusqu'à ce que ça devienne insupportable et qu'ils commencent à migrer vers l'Europe. Et puis vous connaissez la suite, puisqu'en fait maintenant on est beaucoup des Afghans que l'on retrouve sur les routes de l'immigration, les Afghans sont passés par l'Iran, y ont vécu où ils sont passés, où ils sont nés et ont grandi en Iran. Il y en a aussi beaucoup. Et il y a cette scène assez extraordinaire avec un enfant qui lui est pakistanais, qui met du temps avant de dire qu'il est là depuis très peu de temps, qu'il est seul en fait. Et quand tu lui dis mais comment c'est possible, il s'éloigne et on voit qu'en fait il a organisé un espace dans une ruine entre deux maisons et qu'il a recréé ce qui pourrait ressembler à une pièce avec des meubles récupérés. Et je trouvais cette image d'un habitat dévasté mais recomposé au milieu d'une ville assez frappante. Oui, c'est vrai. Et en fait l'autre particularité de Téhéran, c'est que pour des raisons de la spéculation immobilière, en fait, comme le terrain est très cher, à partir d'un certain moment, à partir des années 60, en fait, peu à peu, et ça s'est beaucoup accentué dans les années 80, 90 surtout, et 2000, ça va crescendo. On détruit, on rase les maisons, d'un étage ou deux, donc toutes les maisons anciennes, la plupart, sauf celles qui étaient protégées, les quelques-unes qu'on a réussi à garder. Un peu ce qui s'est passé à Pékin, dans d'autres, voilà, là où le terrain devient très cher, et pour faire des immeubles de minimum, je ne sais pas, 5-6 étages, voire même beaucoup plus. Et donc, on est tout le temps confronté
confronté à des trous tout d'un coup comme ça, au milieu de deux immeubles, un terrain qu'on est en train de creuser pour faire après. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de problèmes. Et beaucoup d'immeubles qui sont écroulés aussi. Enfin, il y a tout un tas d'histoires liées à ça, mais je passe effectivement sur ça aussi, entre autres. Oui, mais ça fait partie, effectivement, on sent que ça fait partie de la réalité de la ville, avec ces autres enfants afghans qui, eux, sont là et qui travaillent, et qui apparaissent comme ça dans le film de manière assez fugace, mais dont on sent bien la présence. Oui. Ouais. J'avais abordé, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est une approche très différente, mais c'est quand même une autre image de la ville. Il y a un autre de mes films qui est un documentaire qui s'appelle Ombre de feu, que j'ai tourné à peu près en même temps que Le voyage de Mariam. Je crois que j'ai fait des tournages quasi collés de l'un à l'autre, et puis je les ai montés séparément à distance. Et Ombre de feu était un documentaire sur une brigade de pompiers à Téhéran. Donc j'ai suivi pendant plusieurs mois la brigade. Donc vous imaginez toutes sortes d'accidents et donc les immeubles qui s'écroulaient et tout. En fait, je le cite, c'est pas ici qu'on les voit, mais c'est les images de l'autre film. Mais ça me donnait voilà, il y avait des témoignages et des faits divers quand même très spectaculaires. Et ce qui était extraordinaire, c'était que j'étais la seule femme, évidemment. Aucune femme ne met jamais les pieds dans une caserne de pompiers en Iran, surtout pas pour y faire des images. Bon, j'avais réussi à les convaincre, je ne sais pas comment, et puis ils m'avaient laissé rester et les suivre dans leur mission. Et donc, voilà, ça avait donné lieu à un autre type d'image de la ville. Alors, peut-être qu'on passe au film Téhéran sans autorisation, qui est lui aussi un tout petit peu plus tardif, puisqu'il est tourné en 2008, juste avant, enfin, pendant la campagne électorale présidentielle, qui va avoir lieu en juin 2009. Et qui est aussi un film qui, comme Le voyage de Mariam, fonctionne sur la rencontre spontanée dans la rue. Sauf que là, il n'y a plus le prétexte de la fiction, il n'y a plus la quête de rechercher quelqu'un. On est vraiment dans une rencontre avec la ville en période électorale. Et qu'est-ce que les gens pensent? Quels sont les tracts qui sont distribués? Quelles sont les affiches que l'on voit? Et finalement, c'est aussi une autre manière de produire un portrait de Téhéran. Et là, l'extrait que vous allez voir, c'est le début du film. Et c'est monté sur une chanson d'un rappeur ou slammer plutôt, qui s'appelle Hitchkas, qui veut dire personne en persan, et qui est une chanson très connue. Et il était interdit de chanter, il a fait de la prison, et voilà, c'est un sacré personnage. Et moi, j'aimais beaucoup l'idée de démarrer le film avec ces paroles. Vous allez voir. Oui, c'est ça. C'est peut-être pas celui-là, non, c'est le suivant. Voilà. C'est ça.
Oui, donc on descend en fait du nord vers le sud, centre-sud de la ville, et puis après je descends les marches pour aller prendre le métro. Et où il y a, là où l'image s'arrête justement, vous allez, il y a des wagons réservés aux femmes, et puis des wagons mixtes, comme en Inde, effectivement, pour essayer de préserver un peu d'espace pour de sécurité entre guillemets ou de non-contact pour les femmes. Il y a des wagons, voilà. Ça c'était juste une. Et alors là, enfin, c'est aussi associé au choix de la musique, à ce morceau de rap, mais on a vraiment la sensation, cette fois au contraire, d'une ville qui grouille. Ouais. Les rues sont pleines, hein, les passerelles, il y a énormément de gens qui circulent, les voitures, il y a une présence humaine très, 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 très forte. Et on sent aussi en même temps une canalisation de cette... Ah, pardon, il y a quelqu'un... Sur Zoom, si vous pouvez enlever vos micros, merci. Il y a en même temps une canalisation de la population qu'on sent très, très marquée, avec à la fois les pancartes, la présence des caméras de vidéosurveillance, la présence de quelques policiers qui est relevée là et qui canalise aussi cette énergie. Oui, les forces de l'ordre sont très présentes ici. Et puis là, en l'espace de 8-9 ans de différence, la ville a déjà, je ne sais pas si vous le sentez, bon, ce sont des courts extraits, mais a beaucoup évolué. C'est aussi, juste pour situer, donc révolution iranienne 79, enfin 78, début 70, février 79, départ du Shah, renversement du régime officiel, quelques mois qui précédaient, donc de manifestations, etc. Et 81, donc 1980 déjà, répression féroce des dissidents, 1981, non, septembre 80, pardon, début de la guerre Iran-Irak, pendant 8 ans, jusqu'en 88. 89, la mort de Khomeini, juin 89. Et la société iranienne s'est beaucoup ouverte à la fois et surtout, pas à la fois, au capitalisme, puisqu'en fait la dictature a continué et continue toujours, mais il y a eu, pendant la période de reconstruction après la guerre, donc les années 80 et les années 90 pardon, et 2000, ces 2 décennies, beaucoup de ces restrictions qui avaient été là pendant les années 80, durant la guerre, ont disparu, se sont transformées. Il y a eu une mainmise aussi des gardiens de la Révolution et donc de l'armée révolutionnaire sur l'économie iranienne, la construction du métro, donc Téhéran surtout s'est beaucoup transformé. Énormément de construction de grands immeubles, ce que je vous décrivais avant. Et tout ça, vous le sentez, vous le voyez dans le visage de la ville qui change. Et moi, il y a un autre aspect qui me fascine toujours, dans toutes les villes, les grandes villes, mais à Téhéran aussi beaucoup, c'est l'iconographie. Donc tout ce qu'on voit à la fois sur les billboards, les panneaux le long des autoroutes, qui sont souvent des affiches, donc des pubs privées, qui coûtent très cher, mais donc affiches de cinéma ou pour des produits divers et variés, ce qui n'était pas le cas, n'existait pas, parce qu'en fait la publicité était interdite en Iran, il faut savoir ça, que ça s'est ouvert après la guerre. Il n'y avait pas de pub en fait pendant une dizaine d'années. Avant la Révolution, il y en avait, et après il n'y en a pas eu du tout, mais rien. Et puis ensuite ça s'est ouvert, et donc les pubs ont commencé à fleurir. Je ne parle pas du tout de la qualité ou du contenu, simplement le concept juste de pouvoir faire de la publicité pour un produit ou ne pas avoir le droit d'en faire. Donc ça, c'est un grand changement. Et puis, il y a les portraits des martyrs, en fait, qui sont là, et les portraits des leaders politiques qui sont peints, donc ces grandes fresques que vous voyez aussi le long des autoroutes sur les immeubles, les façades des immeubles qui sont, tous les quelques années, sont renouvelés. Et puis il y a ce fameux drapeau américain aussi qui est toujours sur un immeuble tous les quelques années, je ne sais pas, tous les 3-4 ans, ils refont. Je crois que ça se refait encore. Oui, c'est sur un pont, c'est une passerelle où on voit, c'est le grand Satan avec le drapeau américain, qui existe toujours. Mais en gros, il y a une iconographie très forte c'est pas tellement des statues, c'est plus les portraits en fait qui sont peints
Il y a des statues, mais on est beaucoup plus depuis la Révolution sur ce mode de communication. Oui, les peintures murales. Voilà, les peintures murales et les panneaux. Oui, c'est impressionnant ces peintures murales. Et d'ailleurs, dans la première scène du voyage de Mariam, c'est pas une peinture murale, mais c'est juste un tableau. Quand le personnage entre dans l'hôtel, et il y a un tableau dont on se dit c'est probablement ou un martyr ou un religieux dont la figure est représentée dans le hall. Dans le hall de l'hôtel. Il y a des portraits du guide suprême un peu partout. Et donc, le mode de filmage ici, c'est avec un téléphone portable, comme le titre du film l'indique et que Caroline l'a remarqué, l'a fait remarquer. C'est un film qui est tourné absolument sans autorisation. Il y a quand même pas mal d'images dans ces lieux-là, quand je passe devant les forces de l'ordre et tout ça, où je fais semblant de téléphoner en fait, ou faire autre chose, parce que filmer à Téhéran, surtout à cette époque-là, période préélectorale, était complètement interdite. Donc j'ai dû ruser pas mal. Je me suis fait arrêter une fois ou deux, on a effacé mes images, mais la plupart du temps ça passait. Après, quand j'étais face aux gens, je leur disais, là, en interview, bon, je fais un documentaire, est-ce que ça vous ennuie qu'on parle, que je vous filme? Là, les gens étaient très ouverts comme avant, comme d'habitude. Mais dans les lieux publics comme ça, c'était assez un peu risqué, voilà, je veux dire. Oui, c'est pas évident du tout, ça, on l'imagine bien. Alors, l'usage du téléphone portable, comment ça te vient à un moment donné? Entre tout ça, il y a aussi Arad, où tu fais une expérience pour une séquence avec un téléphone portable. Oui, il y a... à un moment donné, je décide, donc après Le Regard, donc en 2007, Le Regard est censuré. Je suis bien contrariée, fâchée, mais je ne peux rien faire. Après d'âpres négociations avec les autorités iraniennes, finalement, ils me disent laisse tomber, de toute façon, ce film ne sortira jamais en Iran. J'abandonne, et là, pour le coup, je dis bon, je vais filmer en vidéo, je vais faire quelque chose de personnel, et je pars. Ma fille Dalia, à l'époque, avait 7 ans, 7 ans et demi, et je pars sur les traces de mon grand-père paternel, qui était d'origine afghane, de la ville de Herat. Avec mon père, accompagné de mon père, et je filme tout le voyage. Je pars de Paris, je passe par Bakou, j'arrive à Téhéran, je vais demander le visa à l'ambassade d'Afghanistan, et je filme tout le processus, en fait, toutes les étapes du voyage. Et chaque fois que ce n'était pas possible de filmer en vidéo avec une caméra, un caméscope classique, puisque c'était interdit, à l'ambassade, à la frontière, à l'aéroport, je filme avec mon téléphone portable en cachette. Et puis, à un moment, c'était aussi un échange avec Dalia, donc ma fille, à qui j'ai demandé de filmer elle aussi un petit peu avec le téléphone pour voir qu'est-ce qu'elle regardait elle, qu'est-ce qui attirait ses yeux, son regard d'enfant de 7 ans. Et après, donc, ça a donné lieu à ce film, ce portrait de famille un peu road movie. Ça finit à Harod. Pareil, avec des hasards assez extraordinaires où on trouve par hasard, effectivement, nos cousins, les grands cousins de mon grand-père. Je ne savais pas du tout où il habitait. On a vraiment cherché, c'est un petit peu un jeu de piste comme le voyage de Mariam, mais réellement cherchant les traces de mon grand-père. Et puis on a fini par trouver une maison de la famille. Et voilà, ça c'était. Et après, le film avait été présenté effectivement à Pocket Film. Il y avait eu une des premières éditions du cinéma. Et alors, Téhéran sans autorisation est un format long métrage documentaire, avec comme caractéristique d'avoir des scènes très courtes. C'est quand même un montage rapide, des plans assez brefs et des scènes courtes. Ce qui est finalement
très proche du procédé du voyage de Mariam, où on a comme ça une succession de scénettes dans des lieux de rencontres, des échoppes, des passants dans la rue, des personnes que l'on croise dans un escalier, et avec cette souplesse supplémentaire qui est celle du téléphone portable. Encore plus, le regard est encore plus souple peut-être, il est déjà pas mal dans le voyage de Mariam, mais là encore davantage dans Téhéran sans autorisation, avec ces idées d'images quasiment de contrebande, enfin des images non autorisées. Oui, c'est vrai. Et après, il y a un autre aspect qui, oui, effectivement, là, tu as raison Dans le voyage de Mariam, en regardant le film tout à l'heure, je me disais comment je faisais. C'est vrai que c'était quelque chose c'est un peu un marathon, puisqu'en fait, vous imaginez, même si c'est pas très grand, mais quand même à longueur de journée, c'est-à-dire on parle de 8 heures de filmage par jour, quelque chose comme ça, vous portez la caméra à bras, voilà, ou sur une épaule, et puis avoir la photo dans l'autre, le foulard sur la tête, parce que sans foulard ça marche pas, et un sac à dos avec les bandes sur le dos et tout ça, et donc c'est quand même assez physique comme exercice, et il faut être aux aguets, interagir bien entendu, puisque tout est là en fait dans ce moment d'échange, et si ça ne se fait pas sur le moment, ça vient pas après. C'est ce qui est très fort, c'est les premiers moments d'échange, et le premier échange que vous faites avec la personne, que ce soit dans le Téhéran sans autorisation ou le voyage de Mariam, ce type de filmage. Et à chaque fois que j'en finis je me dis mais comment est-ce que j'ai pu faire, c'est impossible, mais c'est vraiment un processus comme un marathon, effectivement, on est entraîné, on est dedans, et pour l'avoir fait après dans cette voile en Afghanistan cette fois, c'est un peu la même chose. Il y a un fil invisible en fait qui vous lie à celui que vous êtes en train de filmer, et qui est si c'est rompu, c'est fini. Il faut vraiment tenir l'autre avec vous. Il y a une sorte de complicité immédiate qui doit opérer. Et de vérité, je dirais aussi, même si, en fait, évidemment, je mentais. C'était une sorte de... Quand je disais que je cherchais mon père dans le voyage de Mariam, c'était pas... Mais au-delà, j'imagine qu'il y avait quelque chose dans mon attitude qui aspirait la confiance des personnes qui se sont confiées à moi. Alors ici, dans Téhéran sans autorisation, ce sont des témoignages beaucoup plus politisés aussi, je dirais, puisque le climat, en fait, avait changé en l'espace de 8 ans à peu près. Ça correspond aux 2 mandats de Khatami, du président Khatami, président réformateur. Donc, il était à la fin de son 2e mandat, quand j'ai tourné le Téhéran sans autorisation, la société s'était beaucoup plus politisée, et s'était habituée à l'exercice de... Il arrivait... Oui, Ahmadinejad réélu à ce moment-là, 2009. C'est la réélection de... Oui, c'est vrai. Non, c'est la deuxième... Oui, c'est la réélection. Un mandat. Oui, c'est ça, c'est le deuxième. Mais c'est vrai que c'est suite... Oui, pardon, oui. Merci. Oui, j'ai bouffé 4 ans dans l'affaire. Il y a eu Ahmadinejad, il y avait le premier mandat d'Ahmadinejad, en effet. Mais suite aux 2 mandats de Khatami, il y avait une ouverture et une habitude à l'exercice politique, au débat politique dans la société, qui, malgré la dictature, quand même, s'était installée. Et ce jeu se pratiquait. Et puis après, effectivement, peu de temps après, donc en 2009, il y a eu de nouveau une rupture de ce processus embryonnaire, de débat et d'ouverture qui est survenue, encore une fois. Alors, on a beaucoup parlé du processus de tournage. Si on parle un petit peu du montage et de la construction après en post-production des films, tu disais que parfois il y a des journées de 8 heures de tournage, donc j'imagine qu'il y a énormément de rush et un temps de réorganisation de ce matériau pour le montage. Comment ça se passe, et pour une fiction et pour un documentaire, enfin, est-ce qu'il y a un processus différent pour toi? Est-ce qu'il y a une logique de trajet aussi? Tu disais Téhéran sans autorisation, il y a eu un parcours du nord vers le sud. Voilà.
Oui, alors, dans le cas du voyage de Mariam et du Téhéran sans autorisation, effectivement, les rushs étaient beaucoup plus importants en volume. Et à chaque fois, ça supposait quelque chose comme 6-7 mois de montage facilement pour essayer de faire émerger la structure. Bien qu'en regardant le film, ça faisait un moment que je ne l'avais pas revu, j'ai utilisé beaucoup plus de fondu dans le voyage de Mariam et des associations différentes manières d'associer les images, alors que c'est un montage beaucoup plus sec dans Téhéran sans autorisation. Les deux films ont cela en commun que effectivement c'est une succession de tableaux et de rencontres, mais dans Téhéran, le montage est beaucoup plus saccadé et rythmé. Le voyage de Mariam, je pense que c'était aussi parce que le fil narratif, il y a aussi cette voix, ce texte que j'avais écrit et qui commence, qui court tout le long du film. Ce texte un petit peu poétique qui raconte l'idée, c'était que ce père en fait avait disparu en laissant à sa fille la découverte de la ville où elle était née. Et c'est ça le processus qui se clôt à la fin du film. Et ce que Mariam dit, que je ne t'ai pas trouvé toi, mais j'ai vu ce que tu voulais que je voie. Et qui oui, me vient sans doute peut-être un peu de ce que dit Barthes au début de son livre La chambre claire, que quand il voit un portrait du petit-fils, je crois, de Napoléon, il dit j'ai vu les yeux qui ont vu l'empereur. Il cite comme ça, et en fait c'est ce côté double miroir du fait que vous pouvez susciter le regard ou diriger le regard de quelqu'un vers un objet ou une ville ou un paysage que vous souhaitez que la personne voit. Ce double jeu, ça faisait partie des déclics, disons, pour moi au début au lancement du voyage de Mariam. Il y avait un regard indirect oui. Ça me fait penser à un récit persan, justement, l'histoire d'un conte, je ne sais plus si c'est dans le livre des rois ou un autre récit, où il y a un prince qui est tellement beau qu'on ne peut pas le regarder sans mourir. Le voir sa beauté immédiatement, on fait que les personnes qui le voient succombent. Et pour lui, c'est un drame de ne pas pouvoir circuler parce qu'il sait que dès qu'on le voit, il provoque des morts subites. Et donc finalement, il trouve un subterfuge pour pouvoir sortir. Il sort sur sa terrasse, il dispose des miroirs pour que les gens puissent avoir un regard sur le miroir et non pas un regard direct sur lui. Et donc voir le miroir ne fait pas mourir, alors que le voir lui directement, oui. Oui. Et dans le regard, en fait, le thème du miroir est très récurrent. Il y a beaucoup de miroirs et de glace dans le film. Il y en a dans le voyage de Mariam aussi, mais ça doit être une novice. Oui. Mais en même temps, c'est aussi ce portrait indirect, dans les deux cas, de la ville de Téhéran, où on ne la regarde pas frontalement, on ne la visite pas, on ne va pas voir les monuments, la géographie, les cartes de géographie de la ville. Mais dans cette circulation de quartier en quartier, d'adresse en adresse, une personne qui dit « ah oui, allez par là, plutôt par là », on se fait petit à petit une image de la ville. Il y a un portrait qui se dresse et qui est aussi ce portrait d'une ville en mouvement, d'une ville en évolution, d'une ville instable où les noms des rues ont changé, tel endroit a disparu, telle mosquée a été détruite, tel bâtiment a remplacé tel autre, et où il y a cette sensation de l'instabilité dans la ville, assez étonnamment, alors qu'on se dit qu'une ville c'est quelque chose de stable et qui ne bouge pas, et là on a vraiment cette sensation que c'est mouvant, que c'est une architecture mouvante. Très, très, oui, très fortement le cas à Téhéran, et
cet aspect de changement de nom de lieu, donc rebaptisation, on dirait, oui, enfin, renomination, dénomination, voilà, des rues, ça a été fortement exercé, surtout à Téhéran, et donc il y a eu tout un, c'est très intéressant puisqu'il y a des l'axe principal, par exemple, avenue Pahlavi, qui portait le nom de l'ancienne dynastie, a été renommé, rebaptisé du nom du Messie Réwan Valias. Donc, mais beaucoup de gens ont toujours gardé, l'ont appelé avec l'ancien nom, et puis il y a quand même eu les nouvelles générations qui sont nées et ont grandi sous la Révolution qui n'ont jamais utilisé l'ancien nom, et puis il y a des lieux que les gens ne connaissent plus par leur ancien nom. Il y a un exemple dans le film où, à un moment où je pose la question à deux femmes en tchador, et la jeune femme, la plus jeune, elle ne comprend pas de quel endroit je parle, et je dis le nouveau nom, et là elle réagit à ma question et répond. Et c'est typiquement, et moi je ne connais pas, par exemple, il y a des endroits dont je ne connais pas le nouveau nom. C'est comme ça. Et après, en fait, vous n'avez pas un double panneau qui vous indique, c'est juste la mémoire en fait, collective qui sait que telle rue s'appelait comme ça avant et maintenant c'est ça. Il y a eu encore plus de noms de martyrs et tout qui ont été donnés à des rues depuis la fin de la guerre, surtout. Et on sent aussi cette importance de la mémoire des chauffeurs de taxi. Oui. Il y a celui du début qui demande quelle est l'adresse, qu'il me faut une adresse exacte, la ville est trop grande. Et donc en off, tu dis oui, mais c'est un jardin, c'est un tout petit jardin. Et finalement, il dit un nom. Et ah oui, mais est-ce que ça existe toujours? Voilà, ça a pu potentiellement disparaître, mais celui-là existe toujours. Oui, c'est vrai. Tout le temps, ce soupçon que la ville s'efface et se reconstruit sur elle-même. Alors, il y a aussi dans le voyage de Mariam, tu l'évoquais, cette présence de la poésie. Il y a le texte que dit Mariam en voix off. Et il y a des textes écrits aussi qui apparaissent. Il y a des livres feuilletés. Et ce rapport au verbe, ce rapport au mot qui est extrêmement important lui aussi. Et que tu vas également développer par ailleurs dans une autre pratique aussi depuis quelques années, de films qui ont une dimension poétique et en même temps politique, les deux, cette articulation du poétique et du politique, à travers une série de poétracts, donc des tracts cinématographiques et poétiques, que tu travailles avec des textes d'auteurs et avec des images que tu filmes, alors là, pas uniquement à Téhéran, mais dans toutes les villes que tu traverses sur la planète. Oui, c'est vrai, il y a eu une pratique à laquelle je me suis adonnée depuis maintenant, je ne sais plus, 2012 c'était le premier, ouais, probablement 2011-2012, donc c'est 8-9 ans. Le tout premier c'était un exercice un peu en binôme que j'ai fait, qui était sur le dialogue au-delà des siècles, hein, entre Goethe et Hafez, puisqu'ils n'étaient pas contemporains, mais Goethe a écrit un livre qui s'appelle Le Divan oriental, qui est une réponse à la poésie de Hafez, et un groupe de gens essentiellement belges, je crois de Bruxelles à l'époque, avaient lancé l'idée, et puis après ils sont allés chercher des artistes à travers le monde en associant des binômes de ce côté-ci et de l'autre. Alors après, l'Occident-Orient, c'est peut-être un peu ça, mais disons, pour simplifier ça. Et donc, le tout premier s'est fait sur cette proposition qui s'appelle Divan. Et ensuite, à partir de là, cette idée d'associer des images et des textes poétiques m'a complètement obsédée. J'en ai fait une quarantaine, je crois, depuis... tous les 4 matins, il me faut une inspiration. Évidemment, parfois c'est l'image qui m'inspire d'abord, des images que je tourne en voyageant, et parfois c'est le texte qui m'habite en premier et où je vais chercher l'image. Il y en a pas mal qui se font dans les villes, effectivement. Donc le lien à la ville est assez
présente. On peut en voir peut-être. Peut-être qu'on peut en voir, quelques-uns. Cette idée en a amené. Alors, est-ce qu'on les regarde dans... Oui, d'Urban est un des premiers. Effectivement. Peut-être que... Oui. Déjà été... Oui, en fait, ouais. Voilà, Et pardon. peut-être un peu moins fort. J'ai l'impression que ça peut se dire aussi. What series club of the final dress? Yes. Swish. This? Okay. Okay. So this kind of combination is particularly from Durham? South Africa. Legacy? Ah, okay. Oh, yeah. You do? Both of you? Okay. We see. Where to begin? The certificate says 1949, Durban. What links me to that now? Is it birth? But I grew up mostly in Cape Town. There the police arrested me in 1976, with rhyme and with reason. The reason was politics. The rhyme was Sargent Mapik, security branch. Real life is more poetic than fiction. I worked close to 7 years in Pretoria Maximum. Prison is an acceptable political topic for male poets. Not so then, said pastorally. Then back to exile with Jane and 3-month-old Ben. Our generous Zambia neighbors said, "But why are you fighting? In South Africa you've got Pick n Pay." We returned in 1990. I took part in the multi-party negotiations. I shopped at Pick n Pay. I wrote poems. Kate was one. She complained she's been the only one who's never been overseas. Gemma, Ben, and I shake our heads. Kate said overseas, we think exile. In 1999, I became an MP. We saw you in Parliament on TV last night, Ben said, with a disapproval look. But you're still at least here for capital letters, writing. Yes, plenty, I'm inclined to reply. An SACP discussion document, a newspaper article, not forgetting this week's Pick n Pay shopping list. Why separate poetry for what poetry is not? I ask as I drive down Roland Street to Parliament, imagining the shopping list, following Paula Rula, past the old jail, now the state archive, and a Roman dealership with a banner, George Slobo says, "Relief collection, drop-off point." I wrote that down, word for word, and knowing the card name. I dislike the sort of belongs sometimes. A church is time inside my car. On the way to school with the kids, I try not to time for music to shape itself into a poem between years times. Slow with a person, not George Slow, the fiberglass dated squatter plan. Wasn't a poet, more a raconteur, with a string of jokes about socialism's fallibilities, but in the middle was fresh, pigment, Tchaikovsky, Edouard, Ritsos, all communists, all men, but wonderful poets. Because of some inherent reaching the cause, or to break the calamity of silence of the party line. Is poetry the eruption of the suppressed? Or is it a holding on to the faith? Is poetry a jailbreak of memory from the state archive? I wonder, as on this first year at the lights in front of Parliament and the corridors emerging, Yambic, pentameter, Earl,
has to conform. Is it possible for a dramatist to fall in love with Chilean poets? Around which everything being, the artist afloat on the music's streetwise jumps with bombs and the wide-eyed youths throwing back their careless heads through holes, walls ballooning inside and out of our younger selves, jamming to the scarlet beat. Jamming to the federal worry. When it blows, it all comes tumbling out like good entertaining insurrection with the soldier of the clothing workers. Whose gravelly voice, whose pop eyes, whose finishing flower, Bruckner descent gesture. Had it all planned, Rex through form, fun frills, factory by factory, remember? And a flip chart in Coquin, tin tots, Park Lane, Landry. Never quite sounded Leninist, never quite sounded Warlow, never mind. Donc là, en fait, c'est l'introduction, la préface au recueil de poésie de Cronin, donc écrit par lui-même, mais qui est plutôt une prose rythmée sur ce fabuleux recueil More Than an Occasional Contact, et que je trouvais très parlant avec mon expérience sud-africaine. Bref. Et où on retrouve certains éléments, non seulement ta manière de filmer à la main, comme ça, téléphone à la main, mais aussi ce motif du travelling depuis la voiture, être à l'intérieur de la voiture et à l'extérieur, la pluie, le rapport à la pluie aussi, qui est là. Et du coup, une vision de la ville de Durban, comme ça, très, très modeste, très sous un certain angle, d'un certain aspect, mais qui nous donne aussi une idée de la vie quotidienne pour certaines personnes. Oui, tout à fait. Oui, l'espace des taxis collectifs, effectivement, qui est un espace très particulier, que l'on partage dans les grandes villes. Oui. Et en effet, on voit la ville à travers, enfin, encore une fois, avec une certaine distance, mais on lit, je crois, comme tu dis, ça nous donne des éléments pour lire, avoir une certaine lecture, en tout cas, de la vie au quotidien. Peut-être des inégalités qui existent, qui n'ont pas disparu avec l'apartheid, à la fin de l'apartheid. Enfin, les éléments sont listés visuellement, un peu comme il le fait lui. Il fait des listes, comme une liste de courses, comme voilà, il dit. Alors, je suis désolée, hein, c'est vrai que c'est pas facile. Je lisais les sous-titres et j'écoutais en même temps, et je reconnais, c'est pas facile de suivre tout. Au premier visionnage, oui. Mais oui. Désolée. Mais il y a aussi dans celui-ci ce rapport, ce qui se joue entre le texte et la situation que tu vis. Il évoque la voiture, il évoque le fait d'aller chercher les enfants à la sortie de l'école. Et c'est justement aussi des choses comme ça qui se passent. Tu te retrouves à côté d'un écolier dans le taxi. C'est des petits hasards comme ça qui arrivent parfois, des hasards merveilleux dans les moments de tournage. Oui. Et c'est vrai que filmer dans un taxi collectif, quelle que soit la ville, c'est pas du tout la même expérience que filmer dans un taxi privé où vous êtes seul passager. Vous vivez pas la même chose du tout, et évidemment le rapport au producteur est beaucoup plus privilégié quand vous êtes seul. C'est une évidence, mais quand même ça se sent. Et là en revoyant les images, je voyais cette pièce de monnaie là, parce qu'en fait l'espace est trop grand. De toute façon, les gens qui vont descendre ne peuvent pas payer directement le chauffeur. Ils font passer la pièce, quelqu'un au milieu le prend. En l'occurrence là, c'est moi qui fais passer l'argent, et puis on me rend la monnaie que je rends à la personne. Il y a tout ce type de... Ou alors un sac qu'on laisse devant vous parce qu'il n'y a pas de place derrière, et après plein de choses se jouent. C'est presque comme une chorégraphie un peu. Dans le taxi. Dans le taxi. Alors, peut-être qu'on va en voir un autre ou deux autres pour avoir quand même un temps de discussion. On regarde celui-ci. Oui. Ouais. Donc, on va regarder... alors, celui-ci est un petit peu plus récent, je crois. Il s'intitule « En attendant les barbares ».
Et il est tourné. Vous allez voir tout de suite où il est tourné. Il n'y a pas de Gilles Ferret. Qu'attendons-nous rassemblés sur la Cora? On dit que les barbares sont là aujourd'hui. Pourquoi cette léthargie au Sénat? Pourquoi les sénateurs restent-ils sans légiférer? Parce que les barbares sont là aujourd'hui. À quoi bon faire la mémoire à présent? Ce sont les barbares qui quittent les fronts. Pourquoi notre empereur s'est-il levé si tôt? Pourquoi se tient-il devant la plus grande porte de la nuit, solennelle, assis sur son trône, coiffé de sa couronne? Parce que les barbares sont là, et que notre empereur entend accueillir leur chef. Il a même préparé un parchemin à lui montre, où sont conférés nombreux titres et nombreuses dignités. Pourquoi nos deux consuls et nos prêteurs sont-ils sortis aujourd'hui, vêtus de leurs touches rouges et bordées? Pourquoi ces bracelets sertis d'améthyste, ces bagues où étincellent des émeraudes polies? Pourquoi aujourd'hui ces clinques précieuses, finement ciselées d'or et d'argent? Parce que les barbares sont là aujourd'hui, et que pareilles choses éblouissent les barbares. Pourquoi nos habiles rhéteurs ne viennent-ils pas à l'ordinaire, prononcer leur discours et dire leurs mots? Parce que les barbares sont là aujourd'hui, et que l'éloquence et la rampe les ennuient. Pourquoi se trouve cette subite inquiétude, comme le visage sans grave? Pourquoi place des rues si vite désertées? Pourquoi chacun repartait chez lui le visage soucieux? Parce que la nuit tombait et que les barbares ne sont pas venus. Certains qui arrivent des frontières disent qu'il n'y a plus de barbares. Mais alors, qu'allons-nous devenir sans barbares? Ces gens étaient en somme une solution. Oui, alors là, je pensais que peut-être que Coetzee, je ne sais pas, hein, mais c'est une chose, tout d'un coup, l'idée me vient qu'il a cherché peut-être son titre de roman en faisant un hommage à Cavafy, en attendant les barbares, puisque son fin de roman et que... Alors celui-ci a une facture complètement différente, un plan beaucoup plus stable, un cadre large. On n'est pas dans les images tournées avec... Enfin, je ne sais pas si c'est tourné avec un téléphone portable. Toujours, oui, si, toujours. Mais avec une autre résolution en tout cas, récent, et un autre rythme. Et puis cette relation aux mots, enfin en tout cas avec quelque chose qui s'étale bien plus dans la durée, mais qu'il nous paraissait aussi intéressant de montrer par rapport à cet ensemble de choses que l'on a vu ensemble cet après-midi, parce qu'il témoigne aussi de cette continuité, cet intérêt pour le texte poétique, la manière dont le texte s'articule aux images, et la manière dont le travail cinématographique peut aussi nous dire quelque chose d'un certain état du monde à un moment donné, comme tu le fais là. Et dans la deuxième partie, il y a un élément dont on n'avait pas trop parlé à propos du voyage de Mariam. Il y a aussi ce souci du son,
ce souci d'avoir des éléments sonores qui viennent donner une épaisseur à l'image. Alors parfois ce sont quelques instruments de musique, du violon ou quelques éléments musicaux. Parfois c'est une radio. Là aussi c'est d'abord les aboiements de chiens, puis ce son qui arrive. Là aussi il y a tout un travail en post-production, j'imagine, sur le son. Oui, j'aime bien. Alors, selon enfin, avec le temps, disons, ça a évolué évidemment ce travail, ces nappes sonores, cet accompagnement sonore. Et puis ça dépend des films évidemment, mais je dirais que oui, là aussi, c'était plus dans l'idée, dans ce poète-tract précis de cassure et de césure. L'aboiement de chien qui nous ramène à l'image du désert et après le bol tibétain qui est lancé, de créer une rupture par rapport aux images du début de la première partie qui était de nuit à Las Vegas. Oui, c'était l'idée. Après, il y a le fait que je soulignais tout à l'heure que l'iconographie urbaine et les affichages sont toujours très intéressants. Et ici, ça se collait beaucoup avec le texte. Effectivement, les mots qui apparaissaient, c'était une autre manière de travailler, d'associer le texte à l'image, ici, dans celui-ci. Et ce qui est aussi très frappant dans celui-ci, c'est ce passage sans lien, cette rupture cut entre l'espace urbain de Las Vegas, la salle de jeu, et puis les routes, à nouveau le réseau automobile, et d'un coup le désert, sans transition aucune. On passe de l'un à l'autre dans une rupture assez brutale, et on est dans un autre univers tout d'un coup. En fait, je glisse, je pense, ou je vous laisse glisser, je nous laisse glisser sur les derniers mots du poème, qui dit que, en fait, pourquoi rentrons-nous chez nous si précipitamment? C'est parce que la nuit tombe, que les barbares n'étaient pas là. Mais qu'allons-nous devenir sans les barbares? Et ils n'étaient pas là à la frontière, en fait. Il évoque ça, et en fait, moi après, je pars effectivement sur le... Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, je revérifierai, mais les images sont tournées à la... Oui, parce que c'était mon dernier voyage aux États-Unis, à la fin du mandat d'Obama, juste avant l'arrivée de M. Trump. Et je sens bien qu'il y a quelque chose qui évoque ça en regardant les images de Las Vegas, une espèce de folie un peu... qui se prépare. Ouais. Alors, il nous reste juste une demi-heure. Peut-être qu'il est temps d'avoir un échange avec vous. Je me tourne vers la technique pour savoir si au niveau du son, c'est faisable ou pas. Oui. Est-ce qu'il nous faut un micro? Ou dans la salle, vous parlerez avec suffisamment de force et nous répéterons dans les micros. Voilà, donc peut-être qu'il y a des réactions sur... On vous a montré beaucoup de choses, mais il y aura quand même certainement des questions de votre part. Oui. Je vous en prie. Alors, une question un peu naïve de quelqu'un qui n'est pas spécialiste du cinéma.
Oui, donc c'est une fiction, mais qui est tournée comme un documentaire. Donc en fait, comme je pense qu'on l'avait déjà évoqué en présentant le film, mais il y a beaucoup de choses qui sont, je sais pas comment dire. En fait, je suis partie avec, c'est un peu compliqué, comment dire. La photo que je montre dans le film, c'est la photo de mon oncle, oncle qui vivait son exil à Paris et en fait n'était pas rentré en Iran depuis 1979. Il était déjà exilé puisqu'il était contre le Shah. Il s'appelait effectivement Hassan Ghazi, c'est son vrai nom. Et c'est lui qu'on voyait peindre. Il était architecte de formation et puis peintre à la fin de sa vie. Il est décédé depuis à Paris en exil, donc il n'est jamais revenu en Iran. Il était prévu, ça c'était notre pari à nous, entre nous. C'était un mentor pour moi, c'était quelqu'un de très important dans ma vie et l'idée c'était qu'il revienne, donc au bout de 20 ans, une vingtaine d'années, pour m'accompagner et qu'on tourne quelques images de lui à Téhéran et moi qui le cherchais, etc., comme j'ai fait. En fait, au dernier moment, il a dit j'ai pas la force, je suis trop déçue de la politique, je peux pas rentrer, pas dans ces conditions, il n'est jamais revenu. Donc je suis en rentrant à Paris, après avoir tourné les images à Téhéran, j'ai fait les quelques images que vous avez de lui à Paris. Où il était, je l'ai filmé. Donc la bague c'était la sienne, toutes ces scènes, les quelques scènes que vous voyez c'était chez lui ou près de chez lui à Paris. Et puis après il a vu le film et puis il y a même une de ses amies qui était une Iranienne, une jeune femme iranienne qui n'avait jamais connu ses parents, qui était venue voir le film, qui était très émue, qui était en train de chercher son père qu'elle n'avait jamais connu, exactement ce processus, sauf qu'elle le cherchait à distance à travers les amis de son père à Paris. Il y avait eu pas mal de recoupements comme ça, par hasard, avec des gens qui avaient été touchés par ce type de... mais c'était une fiction. Voilà. Oui, pardon, oui. Plus fort, s'il vous plaît. Ce propos qui vient déjà d'être exprimé, ça m'a fait penser, je vais avoir votre conscience sur l'identité, ça m'a fait penser à la première forme d'identification dont parlent certains psychologues, une identification qui, pour lui, la première, chez tout sujet, c'est l'incorporation du Père. C'est l'incorporation du Père. Un autre, mais l'incorporation du Père comme première forme d'identification chez l'individu. Et qui s'établit même avant toute forme d'investissement d'objet chez un enfant, sous la modalité de trace du Père. C'est ça qui m'a plu dans ce film. C'est cette espèce, ce voyage à travers Téhéran, cette poursuite des traces du Père. Et bien souvent dans votre travail, je n'ai pas vu Téhéran. J'ai vu des œuvres contemporaines, ce qui pourrait être des œuvres d'art d'un artiste peintre, avec des touches colorées, suivant les styles. Et là, quelque part, vous êtes
je vais répéter à haute voix pour les étudiants qui sont sur Zoom et qui n'entendent pas. Donc c'est une remarque qui concerne la question de la présence ou de la recherche, en tout cas de la présence du père dans le film, cette question de l'incorporation du père et comment pour un spectateur en fait finalement c'est moins la ville de Téhéran qui est vue, qui est perçue, qu'un travail pictural où il y aurait un rapport à la peinture, et justement le père est supposé être peintre, et où on recherche les traces du père, et où on trouve effectivement des traces picturales qui sont plus les traces du père que les traces de la ville elle-même. C'est à peu près ça. Cinématographique, le monsieur de la caméra, il prend trop de place. Il faut bien qu'il y ait... Excusez-moi. Vous avez un travail qui vient s'équivalent à un travail sur le motif dans votre écriture cinématographique. C'est cet aspect-là qui m'a beaucoup. Et qui fait allusion à ce fameux fil invisible qui court, qui n'est jamais dit. Mais c'est pas la mort, c'est la trace. Et la trace du père, on l'a terminée évidemment au cimetière. Vous ne l'avez pas trouvé dans ses œuvres d'art ou dans les restes de la ville. Eh bien, reste le nom où la stèle est inscrite, le cimetière. C'est le dernier lieu où effectivement quelque chose de la trace des ancêtres, de la mémoire des ancêtres, reste. Je vous permets ce travail sur le motif comme un peintre. Merci. Voilà, donc c'était une remarque sur le travail sur le motif, comme aurait pu le faire un peintre, avec l'idée de suivre un fil invisible dans le film. Peut-être qu'on va évoquer la facture du film, en fait. Oui, on en avait voilà. parlé, mais on l'a pas... J'ai pas posé la question parce que j'attendais qu'elle arrive. Et en fait, comme nous l'avons évoqué, Caroline et moi, le film a été tourné avec une caméra vidéo, donc une caméscope d'il y a 20 ans à peu près, les modèles de l'époque. Et ensuite, je voulais transférer le film sur 35 et je voulais surtout donner un aspect un peu pointilliste. Donc votre remarque en fait me renvoie à cette partie du travail de post-production que je n'ai pas évoquée ici, à savoir créer le grain, créer une matière en fait filmique à partir d'une image vidéo. Donc au lieu d'avoir recours à un kinéscopage classique qui se faisait à l'époque sans encombre ou de projeter en vidéo, ce qui était aussi possible, j'ai voulu, donc on fait beaucoup de tests avec Jean-Jacques Mrégel, mon opérateur qui m'a aidé pour la post-production, et on a choisi un papier avec beaucoup de grains, un papier japonais, et on a projeté le film, l'image étalonnée sur ce papier, on a refilmé avec une caméra 35 la projection, l'image en entier. Donc le film était monté en vidéo et ensuite reprojeté, refilmé et donc ainsi transféré sur 35, d'où cette trame que vous avez pu voir. Oui, qui donne un effet. On est par moment, au début, on se dit mais c'est du 8 mm. Hein, c'est vraiment, on se dit un effet pellicule, puis on se dit non, c'est autre chose. C'est un voile devant l'objectif. Enfin, il y a ce rapport effectivement à la trame qui renvoie une partie du film peut-être à des images souvenirs ou à des images mentales. Enfin, ça évoque plein de questionnements pour le spectateur aussi. Et du coup, ça déréalise un petit peu la dimension, la dimension visuelle du film en insistant soit sur ce côté effectivement pictural ou voire pictorialiste presque. Enfin, c'est ça, oui, tout à fait. Ça donne une autre dimension en faisant ce pas de côté à toute
toutes les images, en fait, on les transpose un peu différemment. Alors après, il y a aussi le hasard des rencontres. Hein. Je pense à ce monsieur qui me sort la photo du film où il avait joué et qu'on lui avait apporté le matin même. Et c'est vrai, c'est un comédien, c'est un des figurants les plus connus iraniens qui était devenu vendeur de cigarettes, marchand de cigarettes, puisqu'il avait perdu son travail. Donc je l'ai trouvé par hasard et lui me confie ça, il me montre ça. Il y a un double jeu de miroir pour rappeler un peu l'histoire que tu racontais tout à l'heure et des multiples niveaux de récit, voilà, disons. Alors moi, le film commence par cette scène chez le photographe, qui est assez étonnante aussi, et tu me disais que non, c'est vraiment une scène qui a été improvisée, qui n'a pas été préparée, sauf lui demander l'autorisation d'entrer avec la caméra, et qui est extraordinaire, puisque il va te sortir des négatifs et te dire oui, c'est un client, c'est une photo qui date de telle période. On a juste préparé l'enveloppe en fait, avec le nom dessus, puis le reste il a improvisé. Et il joue remarquablement bien. Oui, c'est vrai. Et du coup, après, on passe du photographe à la galerie d'art, au peintre Roscoe qui renvoie à quelqu'un d'autre. Il y a tout ce parcours urbain, puis après les tailleurs. Oui. Alors, donc les peintres, la sculptrice Bita, c'était vraiment son exposition qui était en cours et elle a joué le jeu. Elle était extraordinaire. Personne n'était comédien professionnel. Elle est voilà, plasticienne. Roscoe est peintre. Enfin, ils ont tous joué, ou improvisé sur la thématique. Et puis chez les couturiers, dans l'atelier de couture, c'était extraordinaire parce que ce monsieur, celui qui était surtout très... il a dit « ramenez-moi la photo, je vais l'afficher », etc. J'ai appris par la suite mais on le sent un peu dans les dialogues, qu'il n'a pas vu ses propres filles depuis longtemps. On le perçoit, non. Voilà, et que suite au divorce, elles sont parties avec leurs filles. Les collègues m'ont raconté après qu'il avait été très touché, qu'il est très chagriné par ça. Il s'est avéré être le frère, je l'ai su aussi par la suite, d'un critique très connu du cinéma iranien, Boubacar Ahmadi, mais ça je ne le savais pas non plus. La seule chose qui m'a guidée là, en fait, c'est que cet atelier de couture, c'est un atelier que je voyais toute mon enfance, puisqu'on a vécu plusieurs années dans la rue en face de cet atelier. Donc c'est un endroit, c'est un des quartiers de mon enfance, comme ce jardin où je vais filmer. Et j'étais sûre de vouloir y aller, sans savoir du tout comment j'allais être accueillie. En fait, la scène est extraordinaire, puisque ils sont tellement en empathie, peut-être sans doute à cause de l'histoire de cet homme aussi, mais les collègues, surtout celui qui dit... Il y a un investissement. Oui, il y a vraiment un investissement personnel, quoi. Et alors, tu es quelqu'un qui marche beaucoup. Et qui justement met à profit cette pratique de la marche dans ton cinéma aussi. Est-ce que le fait justement d'approcher des espaces en marchant, filmant en marchant, permet une autre relation à l'espace, une autre relation au territoire, rentrer dans un territoire à un autre rythme, sans attente, sans prérequis, sans attente a priori, mais dans une relation de découverte et d'avancer comme ça au fur et à mesure, au rythme du corps. Oui, certainement. Alors, j'ai quelquefois des regrets, je me dis que ça doit vous donner le tournis, ces images qui bougent dans tous les sens, et en même temps, c'est une autre façon de découvrir, en mettant à l'épreuve les yeux du spectateur et les miens en même temps, puisque je le vis ou revis avec vous, ce trouble et cette découverte progressive de l'espace avec ma caméra qui bouge tout le temps dans tous les sens, ça a l'avantage aussi d'avoir effectivement la progression comme ça, une espèce de courbe douce, des arabesques, des choses qu'on découvre en billet et qu'on ne verrait jamais de la même façon frontalement si on a une image fixe. Il y a beaucoup d'études qui sont faites
tout le temps sur la façon dont l'œil humain lit une image qu'il découvre, de quelle façon d'abord on lit les parties mobiles, les fixes, les plus claires. Et en fait, lorsque l'image bouge sans cesse, vous lisez des parcelles, mais le puzzle se forme plus progressivement. L'image se met en place plus lentement, c'est plus fatigant comme exercice, mais le résultat est différent. Je dirais que ça s'apparente peut-être plus à une approche poétique, je dirais, de l'image. Si on pouvait faire des parallèles de ce type-là, ou alors comme le regard d'un pèlerin qui s'approche de... Je ne suis pas religieuse du tout, hein, mais ou en tout cas si j'ai de l'admiration, c'est pour d'autres dieux, pas ceux qu'on nomme dans les religions, mais dans la pratique du pèlerinage, en allant avec un regard fasciné vers quelque chose qui vous attire dans ce sens-là, cette caméra qui bouge tout le temps peut-être relève de ça. Voilà. Oui, mais il y a le rapport marcher, filmer, marcher, et le rapport marcher-penser aussi, marcher, ressentir, percevoir, et avoir la pensée qui se développe en marchant aussi. Pour moi, il y a tout cet aspect-là, qui est, pour les personnes qui suivent le cours, quelque chose sur quoi on a travaillé dans des séances précédentes avec d'autres cinéastes aussi. Et en fait, peut-être que cette façon de filmer, parfois, vous donne, je veux dire, le filmeur en tout cas, et le spectateur qui a l'occasion de faire la même découverte avec, de revenir. C'est-à-dire que a priori, la direction de ma caméra est fixée, puis parfois je vois quelque chose sur lequel je suis déjà passée, et j'y reviens, et je repars. Mais je fais cette parenthèse, c'est-à-dire c'est assez instinctif, en fait, intuitif, c'est comme un mouvement de danse, on va dire, vous ne pouvez pas réellement définir la courbe juste, la plus juste, ça n'existe pas, c'est subjectif. Comme c'est toute la subjectivité d'une caméra telle, effectivement, que vous portez comme ça. Et du coup, ça donne aussi certainement un autre rythme, et de la même manière qu'on disait qu'on avait la sensation que l'espace urbain était instable, le rapport au temps aussi dans le voyage de Mariam n'est pas complètement défini. Il y a non seulement le fait d'avoir utilisé ce travail de kinéscopage, ce travail de matière sur l'image donne un effet temporel particulier, mais le rapport à la photographie, à cet homme dont finalement on ne sait pas à quelle date a été prise cette photo, c'est peut-être une photo qui a 20 ans ou une photo qui a 10 ans, on ne le sait jamais, ou une photo récente, et les gens ont avec cet homme un rapport au temps en disant oui, je l'ai vu passer, c'était hier, il était habillé comme ça, et d'autres oui, non mais il a beaucoup changé, il a pris un coup de vieux, mais il s'est rasé, et du coup on ne sait pas exactement si on est dans le présent tout le temps ou pas. Et s'ajoute aussi le fait que sont montés dans la continuité des images ces plans d'un autre moment, où il apparaît réellement cette fois dans un autre espace aussi. Donc c'est cette double instabilité spatiale et temporelle. Et qui crée aussi peut-être, ou qui renforce cette relation à ce qui est de l'ordre de l'inconnu et ce qui est de l'ordre du familier. Ce qui est dit à propos de ce visage, cet homme qui ressemble à plein d'autres, parce que c'est aussi la question de la ressemblance. On ne le reconnaît pas, mais il nous fait penser à quelqu'un. Il est familier, mais on ne sait pas l'identifier. Oui. Oui. Et en fait, oui, je crois que la photo, maintenant, je peux le dire avec le recul, peut-être effectivement en pensant à ce que tu viens de remarquer, de souligner, la photo était comme un miroir, en fait, dans laquelle chacun pouvait se voir d'une certaine façon, chercher cette trace que le monsieur évoquait. En fait, alors, nommément, c'était le père de Mariam, mais réellement, c'est l'image d'un homme qui est un homme d'âge moyen, de facture moyenne, ni très beau, ni très laid, ni très blond, ni très brun, ni très...
bon, certes, avec une barbe, mais... et en fait, ils y ont vu un peintre, parce que je le disais, un comédien, un homme mort, un homme vivant. Effectivement, tout était possible dans cette espèce de jeu de rôle, comme si la photo devenait le reflet de tous les possibles. Et alors ça, l'idée de l'avoir vu mort, c'est quelque chose qui est venu spontanément en rencontrant ses enfants, ou c'était quelque chose que toi tu leur as proposé? Non, jamais. En fait, ça m'était jamais arrivé. Moi, je ne savais pas d'ailleurs comment finir le film, mais ce jour-là, la nuit commençait à tomber, c'était à la fin de l'après-midi, et je leur pose la question. C'était une bande d'ados, et en fait, ils me disent non, ils partent, et puis je les vois discuter un peu plus loin, ils s'en vont pas, ils restent. Puis ils sont pas d'accord entre eux, et ils discutent. Il y en a qui disent si, non, j'attends, je savais qu'ils allaient, je les vois revenir vers moi, donc je retourne la caméra et puis je continue à filmer, et donc celui qui avait la casquette, c'était celui qui tenait à me dire, parce qu'il était certain d'avoir vu cet homme mourir, oui, c'est ça, et il trouvait que c'était injuste de ne pas me le dire, qu'il fallait que je le sache. Donc il avait convaincu ses copains de venir me dire que voilà, il était mort, et c'était dur pour eux de me l'annoncer. Mais bon, ils étaient persuadés que c'était la vérité. Donc, Et est-ce que c'est arrivé à la fin du tournage ou même pas? Relativement, oui. Et après, j'ai pensé, donc il faut, puisque j'ai vécu ça, c'était presque, ils étaient tellement convaincus que c'était la vérité, et que j'avais perdu mon père et il fallait que je le sache. Ils avaient eu tellement de courage, je ne pouvais pas ne pas garder ces images. Donc du coup, après, j'ai construit la toute dernière partie du film, donc tout ce qui était recherche de ce lié sur le thème de la perte, voilà, les cimetières. J'ai construit ça à partir de ce témoignage. Donc oui, c'était relativement vers la fin. Oui, ils t'ont offert la fin du film. Oui, exactement. Alors, on a le temps pour encore une ou deux questions. Oui. En attendant les barbares, pourquoi ça n'a pas été filmé par exemple à Athènes, puisque c'est un grec d'Alexandrie qui a écrit ce poème? Oui, en fait, et pourquoi pas Alexandrie? Il y a d'autres poétrates que j'ai fait à Athènes et dans d'autres villes grecques, mais comme je vous disais souvent, ça ne vient pas. En fait, comment dire, j'ai des images que j'ai filmées d'un côté pendant mes voyages, et j'ai des textes qui m'habitent. Et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, et un texte pour moi correspond à une image. Et c'est pas forcément le lieu où logiquement on projetterait ce texte. La logique ou le lien se fait différemment dans mon mat. Donc oui, c'était pas parce que c'était Cavafy que ça allait se mettre sur des images filmées en Grèce. Cette définition des barbares, en fait, la façon dont il décrit le faste royal et ce luxe et cette façon de vivre dans le reflet des barbares qu'ils attendent et qui ne viennent pas, et se définir à partir de l'autre que l'on nomme comme une malédiction, mais sans laquelle on ne saurait exister. Pour moi, ça se reflétait vraiment dans ce que j'avais ressenti à Las Vegas en arrivant là, dans cette espèce de, je ne sais même pas comment l'appeler, non-ville. Je trouvais que, et on arrive en fait quand on y va
en voiture. Moi, une autre particularité que j'ai, c'est que j'adore rouler en voiture et en train, outre le fait de marcher. Bon, là, c'était trop loin pour marcher, mais au lieu de prendre l'avion à partir de Los Angeles, j'ai choisi d'y aller en bus. Et donc, vous traversez le désert avant d'arriver à Las Vegas. Et sans doute, d'où les images du désert, en plus de l'évocation de Cavafy. Sauf que ce désert-là, c'est la Turquie, c'est le centre de la Turquie, c'est pas le désert américain. Mais enfin, bon, vous voyez un peu le désordre mental auquel je suis soumis. Mais je pense que c'est comme ça, c'est de cet ordre-là qu'est le ressort du travail poétique, ou en tout cas cette association que j'essaye d'établir entre les images et les mots, enfin les images poétiques et les images dans cette série-là en tout cas. Est-ce qu'il y aurait encore une autre question? Oui, Ando. De post-production. Ah oui, oui. Donc, alors il y a eu le gros du tournage a eu lieu en automne-hiver. J'ai commencé le montage et j'avais commencé le tournage des Hommes de Feu, le documentaire que j'avais évoqué, mais au cours du montage du voyage de Mariam, à la fin, je trouvais qu'il me manquait des images de la ville un petit peu, et peut-être avec un peu d'espoir ou quelque chose pour finir justement faire clore boucler la boucle. Et donc je suis repartie à Téhéran et ça coïncidait avec l'arrivée du Nouvel An. C'était peu avant le Nouvel An, et c'est les images effectivement et ce texte que je dis qu'il reste quelques heures de l'année avant le changement de l'année, et on a les poissons rouges, tous les éléments traditionnels du Nouvel An iranien. Cette partie-là, c'est vers la fin du film. Ensuite, je reviens donc à Paris, je finis le film et j'ai jusque-là, je n'avais pas du tout cherché de subvention, ni j'avais tourné avec mes deniers propres, enfin notre société de production, les moyens du bord, voilà, rien de. Et en fait, on soumet le film monté à l'avance sur recette après réalisation, et on obtient l'avance. C'est ce qui nous a permis ensuite d'avoir l'argent pour kinoscoper le film et finir la post-production, donc le mixage à la fin. Et le film a été diffusé en salle, il est sorti dans les salles, surtout à Paris, mais un peu en province aussi, ça a circulé. Une petite sortie en 2003, ça doit être 2003. 2002 peut-être, 2002 ou 2003, je ne me souviens plus. Voilà.
c'est sorti dans les salles de cinéma, dans le circuit commercial. Il y a peut-être la question des poétracts. Peut-être qu'il faut préciser que les poétracts, eux, en revanche, ne sont effectivement à ce jour pas diffusés en salle de cinéma. Ils sont plutôt montrés dans des expositions ou en galerie. Enfin, voilà. Oui, effectivement. C'est plutôt ça l'idée, c'est plutôt si ça. C'est pour les poétracts, en effet, non, il n'y a pas eu de diffusion. C'est une série en cours et qui a très peu, ou quasiment pas, été vue. Oui, vous avez beaucoup de chance de les voir. Oui. Je pensais que vous parliez du voyage de Marianne, c'est pour ça que j'ai... Voilà. Je crois que s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Il est l'heure. On vous remercie chaleureusement. Merci Sépidé de ton temps, de tes réponses. Merci. Et merci à vous. Merci. Merci à l'image de vous d'avoir maintenu la séance, surtout. Oui, dans toute c'est cette compliqué, à diversité. tous les organisateurs, et Caroline aussi. Merci à vous d'être là. Merci, à bientôt. Il y avait combien d'étudiants en ligne? Au début, il y en avait une soixantaine. Voilà. Et après, là, ils sont en train de se déconnecter tous. Oh, mais c'est bien une soixantaine. C'est ce que tu as, c'est ça? C'est ton plein? Un petit peu moins.